Voilà, Sioran contre les portables, c'est la recommandation de Fabrice Lucchini. Son spectacle fait carton plein, mais il va continuer à le rejouer. Donc vous pouvez continuer à suivre et lire, et bien sûr, Émile Sioran. Baptiste Destombes, c'est ce que vous faites ? Oui. Est-ce que vous êtes technophobe ? Non. Vraiment ? Non. Ouais, je me suis posé la question, franchement. Il n'y a pas une ligne pour dire du bien du numérique. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on manque d'un discours radical sur le sujet. Et sans radicalité, malheureusement, aujourd'hui, les lignes ne bougent pas. Donc, pour faire bouger les lignes et agir véritablement, j'ai pensé qu'une pensée radicale était pertinente. Je vous confirme, en tous les cas, que votre pensée est radicale et mais ceci dit, elle est passionnante. Donc, vous n'êtes pas technophobe, vous êtes quand même techno-pessimiste, on va dire ça ? Au moins critique, je dirais. Vous savez déjà répondre comme un homme politique, c'est normal, vous avez fait Sciences Po. Et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage qui est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. La vérité sur notre génération, écrivez-vous, c'est que nous avons été victimes d'une OPA diantre. Oui. Les industries numériques ont considéré que nos cerveaux étaient des marchandises, que leur attention était malléable. Et à vrai dire, elles avaient raison parce que les jeunes sont un public qui a un cerveau assez plastique, des préférences assez changeantes et un temps disponible assez important. Nos générations ne sont pas enfermées dans la routine métro, boulot, dodo. Et en fait, aujourd'hui, on a vu par exemple pour la musique que les goûts musicaux se figent à 27 ans. Cela veut dire qu'en fait, jusqu'à cet âge-là, globalement, en fait, l'être humain reste assez malléable dans ses aspirations, ses désirs, et donc est un marché attentionnel très important. C'est la raison pour laquelle l'industrie du numérique va cibler et saboter en priorité les cerveaux de la jeunesse. Mais est-ce que l'objectif, c'est de saboter les cerveaux de la jeunesse ? L'objectif, avant toute chose, c'est de générer du profit, de stimuler le désir. Et le problème, c'est que donc pour en arriver là, il faut canaliser, monopoliser en fait l'attention. Donc ça implique nécessairement de venir effectivement détruire et de saboter l'attention, le désir de la jeunesse. Vous dénoncez un concept forgé par le philosophe aujourd'hui disparu Michel Serres qui parle de l'intelligence inventive. Oui, effectivement, il pense dans son essai Petite Poussette que les nouvelles générations nées dans le numérique pourraient réussir à inventer des concepts, inventer des idées à partir de rien, ex nihilo. Nous n'aurions plus besoin en fait de la connaissance du passé, tout serait emmagasiné dans nos applications téléphoniques, le monde numérique, et enfin en fait l'individu serait libre de concevoir le monde tel qu'il est. Mais en fait le fait est que nos pensées, même aussi jeunes soient-elles, ont besoin d'une structure, ont besoin de répétition, ont besoin d'apprentissage, que l'absence de mémorisation en fait est un frein à la pensée plus qu'un stimulant, et aujourd'hui en fait on tend à l'oublier. Donc l'éloge en fait elle fait fi finalement de ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un drame générationnel et sanitaire. Pourquoi dites-vous que l'humain numérisé est un humain simplifié, un humain démantelé ? L'ambition, c'est de faire. Alors, on a compris que vous n'êtes pas pour, mais enfin, quand même, l'ambition, c'est de faire l'humain augmenter. Tout à fait. La technique avait été pensée comme un moyen d'émancipation de l'homme par rapport aux contraintes naturelles. C'était vraiment l'objectif premier. Sauf que plus le temps avance et plus la technique en fait change de pendant. Aujourd'hui, maintenant, la technique, elle est plus faite pour nous aliéner que pour nous émanciper. D'accord, mais la technique, c'est fait pour la technique, c'est ce qu'on en fait. Bien, alors non, malheureusement non. Une technique, elle existe, mais elle a un usage qui est biaisé par l'application, la manière dont elle est créée. Par exemple, qu'est-ce qui vous permet de dire par ça ? exemple, aujourd'hui, concernant le numérique et les réseaux sociaux, on va mettre en place le scrolling infini, des notifications qui vont venir en fait allumer notre téléphone, mettre en place un algorithme personnalisé. C'est-à-dire que les notifications dont on est bardé sont autant de sollicitations qui nous font perdre en fait finalement en tout cas de la continuité de l'attention, nous font perdre également du temps, etc. Mais d'un autre côté, je vous suis jusque-là, mais d'un autre côté, les notifications, c'est nous qui acceptons, surtout avec les RGPD, c'est nous qui acceptons qu'elles viennent nous embêter. Alors le consentement en soi, il est un peu factice, d'autant plus pour la jeunesse, dans la mesure où la plupart des liens sociaux aujourd'hui sont entretenus, facilités par le numérique. Donc le fait est que si on se retire du monde numérique, on perd aussi un monde social qui est immense. On perd aussi une façon d'exister au monde, et donc en fait c'est une question existentielle qui se pose pour nous, c'est-à-dire que sans monde numérique, on disparaît. Donc le consentement, il est vicié par le fait que nous sommes malheureusement contraints d'accéder à ce monde-là. Il y a un point très intéressant que vous soulevez, c'est la déliaison sociale induite par le numérique. Oui. Alors on vous suit, il y a un certain nombre de thèmes que vous liez à cette déliaison sociale produite par le numérique.
la mise en spectacle permanente de soi, bon ça on a compris que vous n'aimez pas trop les influenceurs, le coût de la disparition de l'ennui, d'accord, l'apocalypse cognitive, ok, à la rigueur, sans oublier l'impulsivité croissante. Par contre, vous liez ça à la normalisation des incivilités. Là, je vous suis moins. Ce que fait le numérique, c'est qu'il va en fait créer un monde dans lequel la civilité, effectivement, l'incivilité va devenir en fait une norme parce que ces modèles minoritaires d'incivilité, dans le sens où en fait ces incivilités vont devenir de plus en plus visibles. Avant, une incivilité commise était relativement discrète. Elle était dénoncée par les journaux, mais globalement, elle n'était pas diffusée, n'est pas vue comme un moyen en fait de se faire connaître. Aujourd'hui, comme le but premier, c'est la réputation, c'est la visibilité, alors l'incivilité devient acceptable, devient même une promotion individuelle. Donc en fait, finalement, c'est un coup de pub immense. Et dans cela, en fait, c'est une normalisation de l'incivilité. 2 objections par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que, d'abord, des incivilités célébrées, vous êtes jeune et brillant, mais à votre âge, j'en connaissais déjà, par les graffitis, dans le rap, et avant nous, et avant moi, les blousons noirs, et à partir de mai 68, notamment. Donc, la glorification de l'incivilité, finalement, c'est un peu quand même lié à toute la génération, la fureur de vivre. Et donc, ce n'est pas quand même quelque chose de neuf. Non, nullement. La question, ce qui fait que c'est neuf, c'est la proportion, en fait. C'est la visibilisation accrue de la chose. Avant, il existait ces phénomènes-là, mais ils pouvaient rester, disons, plus ou moins marginaux, du moins des canaux institutionnels, comme des médias, en fait, qui étaient bien installés, pouvaient, disons, dire ce qui était bon, ce qui n'était pas. Aujourd'hui, c'est chacun. Ils continuent de le faire, justement. C'est ce qu'on reproche aux médias, c'est de jouer le camp du bien, alors que tout à fait. Il y a un débat à l'intérieur, d'ailleurs, des médias entre, disons, quel est le métier enfin en tous les cas des journalistes, est-ce que c'est de dire le vrai ou est-ce que c'est de dire le bien? Donc le problème des médias, c'est précisément quand ils commencent à dire le bien et le mal. Oui, il y a ces problèmes-là qui se posent. La question, non, je reviens sur ce que vous disiez, effectivement, sur la glorification de l'incivilité. Est-ce qu'il faut le voir, par exemple, peut-être une autre objection, avant d'aller dans votre sens. Une autre objection, c'est que quand il y a une incivilité sur les réseaux sociaux, notamment sur X ou bien sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, c'est quand même généralement dénoncé par d'autres posts. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'explique que le numérique, loin de favoriser la déviance, tend aussi finalement à créer un conformisme généralisé. En fait, le numérique... Oui, donc là, on est plutôt dans le camp du bien. Pour moi, le numérique nourrit plus le conformisme que la déviance et ce qui en sort finalement. Le numérique, en fait, impose une surexposition à des contenus qui vont jusqu'à l'intimité. Et donc, en fait, c'est absolument... On fournit des modèles sociaux, finalement, des générations entières qui sont exposés continuellement aux mêmes actions, aux mêmes paroles, aux mêmes procédés. Alors, que le numérique soit... agressif et effectivement soit une irruption dans nos vies, c'est une chose. Mais là encore, on n'est pas obligé d'ouvrir son portable dès le matin, de l'avoir dans son lit, de l'avoir. Donc, est-ce que le problème n'est pas tant le numérique que l'usage qu'on en fait? Le problème, c'est que l'usage, il est en partie déterminé par l'objet en tant que tel. Et l'objet, aujourd'hui, nous propose d'être, en fait, polyvalent, c'est-à-dire de pouvoir répondre à absolument tous nos besoins. Pourquoi est-ce qu'on regarde le téléphone le matin? Parce que pour la plupart des Français, et en particulier des jeunes, c'est un réveil, en fait, aujourd'hui, le téléphone. C'est un réveil, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va directement être sur le téléphone, et la première action qu'on se fait en se réveillant, ça va être effectivement de vérifier une notification, de voir ce qu'il en est. Donc, en fait, en l'occurrence, l'usage n'est pas libre, parce que l'usage, il est, en fait, complètement biaisé par l'algorithme aussi, qui va complètement venir procéder à une capture de l'attention. Certains jeunes passent 3 heures sur TikTok. Je peux entendre que c'est un problème, mais est-ce que le problème c'est TikTok ou bien c'est le fait qu'on laisse passer 3 heures, les jeunes 3 heures sur TikTok? Effectivement, en fait, ce sont les deux à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrôle parental qui doit être assuré, c'est indéniable, seulement on ne peut pas laisser aux parents le seul rôle de contrôle des écrans. En fait, faire peser sur leurs épaules une responsabilité qui est immense dans la mesure où le numérique, par définition, est fait pour complètement faire dévier et dériver son usage. Donc que les parents, après, souffrent d'une culpabilisation, en fait, intense, du fait de ne pas
pouvoir lutter contre un numérique qui est vorace en fait par définition et qui forcément gagnera la bataille face à aux règles qu'ils imposeront, parce qu'après il y aura des phénomènes aussi comparatifs vis-à-vis des autres enfants qui pourront eux avoir accès au monde numérique et pas d'autres. Donc s'il n'y a pas une loi qui encadre et qui donne aussi un cadre moral et normatif, eh bien on peut craindre effectivement que les parents soient face à un danger trop grand pour eux. Mais est-ce qu'une loi qui impose un cadre normal et normatif ne produira pas la transgression qui est inhérente, et en tout cas le désir de transgression qui est inhérent à cet âge? Toutes les lois produisent une transgression, pour autant la question c'est est-ce qu'une loi est bien fondée ou pas. Et est-ce qu'elle est efficace ou pas? Est-ce qu'elle est efficace ou pas? Ça vient en second temps. Déjà d'abord la fin, est-ce que la fin est légitime? En l'occurrence ici ça me paraît être oui la réponse. Et après est-ce qu'elle est efficace? Effectivement là c'est une question qui se pose, mais en l'occurrence il existe plein de moyens de rendre ça effectif. Baptiste Detombe, qu'appelez-vous la génération rassuriste et relativiste? Alors ce sont les générations qui ont pu nous précéder et qui se sont montrées, disons, quelque peu aveugles face aux risques que générait le numérique et qui ont mis sur le marché en fait ces applications-là sans anticiper, sans comprendre en fait les conséquences que ça pouvait avoir. Sur des cerveaux qui sont peu plastiques, des aînés en l'occurrence, c'est vrai que les conséquences sont assez faibles, mais en l'occurrence pour les plus jeunes, pour lesquels les cerveaux sont plastiques, les conséquences étaient drastiques. Mais est-ce que justement il n'y a pas un problème, encore une fois, de concept, c'est-à-dire qu'il y a un techno-optimiste des générations qui vous ont précédé, dont la mienne donc, et d'un autre côté, le problème c'est, est-ce que c'est surtout ces générations, et les générations qui ont précédé, y compris la mienne, n'ont pas failli en mettant un cadre et en renonçant à l'éducation, en mettant des interdits pour les jeunes générations? Est-ce que c'est pas là le problème? Est-ce que le problème n'est pas dans l'éducation préalable plutôt que encore une fois, dans l'objet? Alors effectivement, il y a aussi une question d'éducation qui se pose, mais l'éducation ne veut pas forcément tout faire parce qu'en l'occurrence, ici, si on parle d'une question en fait, individuelle, de goût personnel, ce serait un problème. En l'occurrence, c'est une question, pour ma part, qui est anthropologique, qui est systémique et civilisationnelle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas en fait considérer que seuls les parents et les générations passées prises individuellement doivent agir. C'est un problème collectif face auquel en fait la loi, les pouvoirs publics ont le devoir d'agir. Vous citez un poème d'Aragon: plus l'ingéniosité de l'homme sera grande, plus l'homme sera démuni des outils physiologique de l'ingéniosité. Effectivement. On développe des procédés très complexes avec l'IA aujourd'hui, avec effectivement tout ce qui est procédés addictifs, qui sont développeurs des ingénieurs, à la Silicon Valley notamment, des gens en fait brillants. Sauf qu'en fait, ces mêmes applications-là vont progressivement prendre le pas sur nos capacités intellectuelles. On va déléguer progressivement ce que nous savions faire, et parfois au détriment donc de notre capacité autonome à agir sur le réel. Comment avez-vous pris conscience de ce que vous appelez l'aliénation numérique ? Alors je crois que j'ai vécu dans une génération qui est transitoire, une génération qui a vu en fait progressivement le monde numérique envahir notre quotidien. Et je pense qu'une des... Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Donc en l'occurrence, ça avait déjà commencé à bien envahir. Ouais, c'était bien envahi déjà, mais effectivement dans les transports en commun, quand j'avais entre 5 et 12 ans, il n'y avait aucun écran de visible. Par la suite, absolument chaque passager avait les yeux rivés sur chaque écran. Et on se retrouve effectivement dans la situation qui est moquée par Fabrice Lucchini. Tout à fait. Vous avez un smartphone encore ? J'ai un smartphone encore. Bon, comment vous faites pour résister aux tentations smartphoniques ? Malheureusement, en fait, on se rend compte que l'homme est assez faible individuellement. Il a beau savoir en fait en quoi c'est délétère, en quoi c'est ça négatif. Le problème, c'est la faiblesse de l'homme. Il est impossible de résister pleinement. Le fait est que, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les applications réseaux sociaux de mon smartphone et que la plupart sont sur ordinateur actuellement, ce qui est beaucoup moins esthétique et beaucoup moins addictif. C'était la question, comment on sort de cette aliénation tout en restant connecté ? Comme ça ? Alors pour moi, c'est une solution, c'est-à-dire que les applications sur ordinateur, forcément, ne peuvent pas Quelles sont les applications qu'on enlève ? Alors déjà, toutes celles qui utilisent des vidéos courtes, malheureusement aujourd'hui, c'est quasiment toutes. Vous allez nous mettre au chômage. Hautement addictives. Je suis vraiment désolé pour cela. Comment, quel conseil vous donnez à un jeune qui réclame un smartphone ? Alors, bon courage. Je donnerais à ce jeune des raisons de ne pas y toucher. Ouais. Alors quelles sont les raisons que vous allez lui donner ? En l'occurrence, à une jeune fille ou à un garçon de 15, 16, 17 ans ? Je pense que je parlerai de la beauté et de l'émerveillement de ce monde. Et que vous allez le convaincre ça ? Pas comme ça, non. En l'occurrence, je pense que pour le convaincre, il faut l'amener directement sur du concret, en fait. Ouais. Donc en l'occurrence, ça peut être des randonnées en forêt, ça peut être une pratique sportive, ça peut être en fait des réseaux de sociabilité, du bénévolat associatif. Il y a plein de manières, en fait, de se rendre compte que ce monde-là est vivant. Et si le numérique il est si puissant aujourd'hui, c'est parce que le jeune actuel grandit dans un vide, en fait. Oui. Et il y a un effet aussi, ça a été l'effet Covid, qui a accéléré. Hein.
c'est ce que vous dites chiffres sont également. formels. C'est un livre absolument passionnant, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est une lecture extrêmement stimulante et vraiment très très bien écrit. Bravo, c'est très réussi. L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences, et c'est chez Artege, et c'est bien évidemment à lire et à offrir, et en particulier à offrir aux plus jeunes. Ça les fera lire comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.